Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Émilie. Merci de me recevoir. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. C'est une histoire assez étonnante que vous nous racontez parce que c'est l'histoire au fond d'un déni psychologique pendant près de 40 ans. Et puis tout à coup une porte qui s'ouvre et puis ce passé ressurgit dans votre vie. Je voudrais qu'on commence par ce moment en fait où après des années à vivre bien, à être une femme bien dans sa peau, une femme heureuse, vous avez commencé à sentir un malaise. Vous aviez 40 ans à peu près? Oui, c'est ça. C'était dans l'année de mes 40 ans. Je me réveille un matin. Et puis la journée se déroule normalement, mais j'éprouve des difficultés à respirer. Vraiment, de grosses difficultés à respirer. J'inspire et je n'arrive pas à aller jusqu'au bout de mon inspiration. Bon, la journée se passe. On dit une petite angoisse, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, puis les jours suivants, ce problème se continue. Je commence à être un peu inquiète. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Je suis une grande sportive. Je me dis, mais là, j'ai un problème pulmonaire, j'ai un problème cardiaque. Que m'arrive-t-il ? Je suis juste soulagée la nuit quand je dors, puisqu'évidemment la respiration est une activité réflexe, et donc le réflexe revient automatiquement. Mais dès que je me réveille, je repense au fait que je vais peut-être avoir de la difficulté à respirer, et ça recommence. Donc je décide de consulter évidemment mon généraliste, vraiment inquiète. Qui, après les examens, me regarde avec des grands yeux. J'ai une capacité pulmonaire au-delà de la moyenne. Mon cœur bat très bien, tout va bien, mais pourtant, je vais pas bien. Donc, je comprends pas, je cherche des réponses. Ma vie va bien, enfin, avec des hauts et des bas, comme tout le monde, une vie normale. Une vie de couple que j'ai choisie, un métier que j'ai choisi, des activités dans lesquelles je m'épanouis. Et pourtant, j'arrive toujours pas à respirer. Donc par hasard, je décide avec une amie qui me dit bah écoute, moi je connais quelqu'un, je connais un psychiatre, écoute, mon médecin généraliste aussi me le disant. Je décide d'aller consulter quelqu'un et... Vous aviez déjà consulté un psy avant? Non, c'était la première fois. C'était vraiment la première fois et franchement, c'était un peu la porte de la dernière chance. Mais je ne savais même pas ce que j'allais aller lui dire. Je me suis dit, je vais arriver, je vais lui dire que j'ai du mal à respirer. Il va me dire, allez voir votre généraliste. Enfin, voilà. Donc, j'avais vraiment peur de cette question, en fait. Et puis mon ami me dit, et puis ce thérapeute pratique l'hypnose. Alors là, j'éclate de rire. Je fais, OK. Alors, heureusement qu'il est psychiatre, sinon je n'irais pas le voir. Pour moi, l'hypnose, je n'y connais absolument rien, mais je sais déjà tout dessus, a priori. Donc j'ai décidé de prime abord, sans savoir de quoi il s'agissait, de trouver que c'était du charlatanisme, que l'hypnose c'était que du spectacle, enfin voilà, ça n'allait pas m'aider. En même temps, je suis vraiment gênée physiquement. Je me dis de toute façon, je préfère aller voir que quelqu'un connaît et je me dis, il est psychiatre, après tout, il ne me fera pas forcément une séance d'hypnose. Je vais y aller, voilà. J'arrive dans le cabinet et je suis dans la salle d'attente. Et depuis plusieurs mois, déjà, j'ai vraiment ces difficultés respiratoires. J'arrive dans la salle d'attente et je respire normalement. Alors, je me dis, bon, alors qu'est-ce que je vais lui dire? Là, il va vraiment me prendre pour quelqu'un de fou. Je viens pour un problème, le problème n'existe plus. Voilà, donc, mais en même temps, je suis vraiment mal. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais quoi, je ne sais pas. Donc, je passe la porte du cabinet, on commence à discuter, il m'interroge, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi, à votre avis, vous n'arrivez pas à respirer? Et puis, je me sens un peu idiote, parce qu'en fait, là, je respire normalement. Donc, je peux même pas lui montrer vraiment ce que ça fait. Donc, je lui dis juste, mais je me sens en décalage et en même temps... Il y a une espèce d'angoisse qui est en train de monter à l'intérieur de moi, terrible, mais laquelle, je n'en sais rien, je suis incapable de la définir. Si parce qu'il n'y a pas de raison dans votre vie quotidienne, a priori, pour que vous ayez cette angoisse. Il n'y avait absolument aucune raison. Si j'avais eu une grosse boule à l'intérieur de l'estomac, j'aurais pu me dire, bon, je suis stressée pour telle ou telle chose. Là, non, là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a. Et puis, lors de cette première consultation, il m'invite donc à m'asseoir sur le fauteuil et me dit vraisemblablement que nous allons faire une séance d'hypnose. Moi, je suis tellement bouleversée, je suis déjà en larmes, j'en sais rien. Je cherche les mots à mettre sur mon mal-être, j'ai aucune phrase. Et c'est pas le fait que je n'arrive pas à verbaliser, c'est que je n'ai absolument aucun mot sur ce que je ressens corporellement.
Donc il m'invite à faire une séance d'hypnose, il me prévient, mais je ne l'ai sans doute pas entendu. Donc je comprends, parce qu'il me l'a dit, mais j'ai l'impression qu'il ne me l'a pas dit, qu'on va faire une séance d'hypnose. Dans ma tête, je me dis, je suis en larmes, et dans ma tête, je me dis, de toute façon, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Voilà, bref. On commence, alors elle me dit tout un tas de choses, de monter des marches, descendre des marches, etc. Juste pour me dire de me concentrer. Je trouve ça complètement stupide. Je lui dis, elle aurait mieux fait de me dire directement, concentrez-vous. On en serait au même résultat parce qu'en fait, cet état de transe hypnotique, en fait, je le connais déjà très bien. Et sauf que je ne savais pas. Vous ne saviez pas que vous le connaissiez? Non, je ne savais pas. Mais je l'utilise en compétition en karaté. Et puis c'est quoi? C'est la concentration, en fait, c'est ça? C'est une grande concentration. Voilà. Après, il y a différentes transes hypnotiques pour lesquelles il faudrait vraiment un expert pour donner vraiment les détails de chacune des transes. Il y a plusieurs niveaux. Mais voilà, en tout cas, je suis un peu rassurée, je dois dire, parce que je me dis, bon, il me demande juste de me concentrer, l'hypnose, c'est se concentrer, d'accord. Bon. Et puis, il me parle beaucoup, la thérapeute me parle beaucoup, elle me dit tout un tas de choses, et au fur et à mesure, sa voix s'éloigne petit à petit, en fait. Et tout d'un coup, je me sens vraiment très mal. Je l'entends pratiquement plus. Je suis pas bien, je me sens envahie corporellement par quelque chose, mais toujours par quoi? Un espèce de monticule de quelque chose, mais je ne sais toujours pas de quoi il s'agit. Elle essaie de me faire revenir. Je reviens une première fois, je suis pas bien, je suis en larmes, je suis paniquée, je suis complètement paniquée. Elle s'en rend compte, donc elle me fait repartir. Elle m'aide à repartir en transe. Repartir, c'est dans la tête, voilà, pour que les gens comprennent bien. En fait, c'est dans l'esprit, en fait, voilà, que ça se passe. Exactement. Et me fait revenir. Elle me demande, mais comment vous sentez-vous? Et là, à ce moment-là, je suis muette, totalement muette. J'ai juste corporellement un gros tas de je ne sais quoi qui voudrait juste sortir de moi, mais je suis complètement paniquée. Ce sont des sensations corporelles désagréables que j'ai l'impression de connaître, mais en fait qui me paraissent totalement inconnue à ce moment-là. Et je lui répéterai juste en boucle que je suis bouleversée à l'issue de cette première séance. Alors c'était important de prendre le temps de raconter cette première séance parce que ça montre d'abord que vous n'y croyez pas vraiment, que vous y allez un peu à reculons, mais en se disant... Et que j'y vais pas pour ça. Voilà, vous n'y allez pas pour ça, c'est un peu la dernière chance. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va se passer énormément de séances avant qu'un jour, tout ça vous revienne. Alors, simplement, il y a une progression au fur et à mesure, il y a des flashs, il y a des images qui vous reviennent, il y a des images de salles de classe, par exemple, il y a des sons, il y a des odeurs qui vous reviennent, mais rien n'est précis. Et ça va durer quasiment 1 an et demi. C'est ça. Alors, 1 an et demi pour travailler dessus. On va dire que les flashbacks, une fois qu'ils sont là, ils étaient bien installés. Mais c'est vrai que vous compreniez ce que ça évoque. Il faut 1 an et demi quand même. Il faudrait pas, mais il faudrait pas s'imaginer que on est spectateur de la scène, on voit tout ce qui se passe. Non, c'est des odeurs. J'ai sous hypnose, j'ai ressenti son odeur, j'ai ressenti sa barbe sur ma joue, j'ai senti ses bruits, j'ai entendu ses bruits, si rapidement, parce que la bibliothèque, parce que les lieux dans lesquels je me retrouvais, l'odeur de la poussière de cette bibliothèque, cette moquette marron, en fait, oui, si, après tout est revenu, mais il n'y avait pas un début et une fin, il n'y a pas un déroulé de film, c'est vraiment par flash, c'est vraiment par sensation corporelle, vraiment les bruits, un son, une sensation, j'avais vraiment l'impression que sa barbe frottait ma joue, j'avais vraiment l'impression que son odeur, j'avais l'impression, c'est pas qu'une impression, je serais même capable là, et je ne le ferai plus évidemment, de convoquer son odeur. Je suis tout à fait capable de le faire en état d'hypnose, sauf que avant, ça s'imposait à moi. Je ne pouvais pas contrôler ça. Aujourd'hui, vous le maîtrisez. Aujourd'hui, je le maîtrise. Ouais. Et bien évidemment, je ne vais pas aller le faire. Hein. Bien sûr. Je ne vais pas faire ce genre de choses, mais maintenant, je le maîtrise. Mais à quel moment vous comprenez que cet homme vous a agressé ? Je pense que
Je le comprends assez vite corporellement, mais je suis toujours pas capable de mettre des mots dessus. Et je me souviens, c'est lors d'une séance où j'ai demandé à ma thérapeute, je lui ai dit, mais que m'est-il arrivé? J'avais besoin, en fait, que quelqu'un le verbalise à ma place. Et c'est elle qui l'a exprimé? C'est elle qui l'a exprimé. Elle m'avait déjà fait un résumé du code pénal des 52 pages, me semble-t-il, si je me trompe pas, du code pénal là, à ce sujet. Et puis... donc elle a dit à l'adulte que j'étais, ce qui m'était arrivé, hein, que j'avais été agressée sexuellement et violée par mon enseignant, avec ces mots-là, avec des mots d'adulte. Et puis elle a dit aussi, elle m'a aussi dit, avec des mots qu'on aurait pu utiliser à cette époque-là avec une enfant, qu'on n'avait pas le droit de mettre ses mains là où il les avait mises, qu'on n'avait pas le droit d'obliger une enfant à faire ça. Et c'était la révélation en mots pour moi, où je n'avais, enfin voilà, comme une petite fille à qui ça arriverait et qui ne comprendrait pas quoi. Ces mots, on les connaît pas ces mots. On comprend juste qu'il y a un truc qui cloche. Ça va pas ce qu'on est en train de nous faire, mais bon, quoi mais dire? Comment l'adulte que vous êtes réagit? Là, on vous voit petite. Comment l'adulte que vous êtes réagit quand elle comprend que cette petite fille que vous avez en face de vous a subi ça? Alors c'est terrible parce que la distorsion temporelle fait que j'ai mon regard d'adulte. J'ai mon regard d'adulte sur moi-même. Donc au départ, en fait, évidemment que je me trouve stupide. Je dis mais j'ai aucun recul parce que comme j'ai l'impression que ça vient de m'arriver en fait, j'ai aucun recul, sauf que je suis adulte, ça m'est arrivé enfant et c'est compliqué de réaligner tout ça. Et au début, je la regarde, je la déteste. Je dis mais pourquoi elle a rien dit? Pourquoi elle a rien fait? Pourquoi Vous détestez la petite fille que vous êtes? Comment? Vous détestez la petite fille que vous êtes? J'ai honte, forcément. La honte fait partie. Oui, j'ai honte. Je comprends pas n'avoir rien fait, ne pas avoir réagi. C'est intéressant d'avoir ces deux personnes au fond. C'est vous adulte qui êtes en train de juger la petite fille. Alors que, et malheureusement, dans mon métier, ça m'est arrivé d'avoir ce genre d'affaires aussi avec certains ou certaines de mes élèves. Parce que vous êtes enseignante. Parce que je suis enseignante, évidemment que j'ai pas ce regard dur par rapport à ces enfants-là. Mais là, c'était moi. Et ça a été compliqué de me remettre à la place d'une petite fille de 6 ans. Et évidemment qu'une petite fille de 6 ans, quand on lui donne des images et qu'on lui laisse prendre les bons points dans le tiroir après qu'elle a fait ce qu'on lui demandait de faire, bah, elle est juste manipulée en fait. Hein. Elle est juste à la merci d'un adulte qui abuse de son pouvoir et qui n'est pas dans son rôle, quoi. Hein. Est-ce que vous savez ce qu'il vous a fait, cet homme? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mon corps s'en souvient. Ma tête ne s'en souvenait plus, mais mon corps s'en rappelait. Et maintenant, ma tête le sait aussi, mon corps, tout le monde est réaligné à peu près. Vous arrivez à l'exprimer? Je peux juste, exprimer que oui, j'ai été ce que je vous disais tout à l'heure, victime de violences sexuelles et violée par mon enseignant. Après, rentrer dans les détails, non, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, intérêt pour moi, mais vous arrivez à le formuler en tout cas. Bien sûr, sinon je ne serais pas là, je pense, en fait, avec vous, parce que je ne serais pas capable d'en parler. Si je suis capable d'en parler de manière externe, là, comme je suis en train de le faire, de manière détachée, parce que là je suis très très détachée. On le voit. C'est que je vais bien, je pense. Enfin non, je le sais, et que je suis capable d'en parler. Sinon, je ne serais pas capable. Il y a eu un moment dans la thérapie où j'aurais été incapable. C'est pour ça que je vous posais la question de savoir si vous étiez capable de le dire. Bien sûr, j'aurais été incapable de prononcer cette phrase, évidemment. Vous avez réalisé aujourd'hui que c'est à vous que c'est arrivé et pas à elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous faites une différenciation. Est-ce que vous savez que c'est vraiment à vous? C'est à moi, mais c'est quand même à moi qui avait 6 ans, donc c'est à moi dans le passé. Donc je ne suis plus cette petite fille, bien sûr. Oui, mais vous l'avez vécu. Mais je l'ai quand même vécu, évidemment. Mais si je m'attardais vraiment, si je restais dans ce passé, j'aurais pas pu évoluer. On peut pas modifier le passé. Le passé, il est ce qu'il a. C'était horrible. Mais on peut pas l'oublier. Mais on peut pas l'oublier. La preuve. J'ai cru que à un moment donné, l'hypnose, quand j'ai commencé à rentrer un petit peu dans le jeu, je me suis dit, impeccable, ça va tout effacer. On est très naïf, hein, quand c'est nous qui sommes soignés, on est beaucoup plus naïf que quand on est extérieur aux situations. Je me suis dit très bien,
tout va être effacé je vais redémarrer à zéro. Et en fait, non, c'est vraiment l'acceptation de ce qui s'est passé. Alors l'acceptation, ça ne veut pas dire être en accord avec ce qui s'est passé, évidemment. C'est accepter que ça nous est arrivé. Accepter que ça s'est passé. Voilà, ça, on va en parler avec le docteur Clerget dans un instant, mais vous avez été victime d'un homme qui est très reconnu au sein de sa communauté et de son entourage. Personne ne se doutait un seul instant de ce qu'il vous a fait au fil des ans. Cet homme a commencé à mettre en place d'ailleurs des stratagèmes pour s'isoler avec vous et pour abuser de vous en toute impunité. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec Émilie qui est toujours avec nous. Dans un instant, on parlera de votre agresseur. Vous nous direz pourquoi vous avez souhaité ne pas porter plainte et tourner la page. Pourtant, cette histoire, vous l'avez racontée. Vous l'avez racontée dans un livre. Oui, tout à fait. Ce livre, vos parents l'ont lu? Mes parents ont lu et donc, toute ma famille d'ailleurs, tout le monde en fait, mes amis également, ont découvert tout ça à la lecture du livre. Mais je m'intéresse à vos parents parce que vos parents vous élevaient à ce moment-là. Ils étaient avec vous. Ça a dû leur faire un choc d'apprendre. Ça a été, ils ont été. Ils savaient avant de lire le livre? Alors, ils ne savaient rien. Avant que le livre ne sorte, je les ai prévenus à partir du moment où la première de couverture et la quatrième de couverture sont sorties. Ils savaient que j'écrivais un livre. Je leur ai dit que ça allait être terrible pour eux, ce qu'ils allaient y trouver dedans. Donc, je les ai prévenus, mais que je ne souhaitais pas échanger avec eux là-dessus et que mon moyen d'échange avec eux serait ce livre. Eux vous ont dit quelque chose? Quand ils ont lu? Oui, bien sûr. Oui. Ils étaient dévastés. De toute façon, la famille a été dévastée. C'est normal. Et puis dévastée. Et en même temps, ils se sont accrochés au fait qu'aujourd'hui, j'allais bien. Ils le savent, ils le voient, ils me voient épanouie. Et puis le livre en lui-même... J'imagine que chez ses parents, il doit y avoir une culpabilité bien quand même. sûr. Parce qu'ils étaient avec vous, ils n'ont rien vu. On a vu que c'est arrivé à 2 reprises quand vous étiez toute petite une première fois et puis ensuite dans une deuxième classe avec cette même personne qui était devenue ensuite directeur d'école. Donc ça veut dire qu'ils auraient pu le voir. Ils n'ont rien vu parce que vous l'avez caché. Voilà, j'ai rien dit. Alors, on ne peut pas être responsable de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est sûr, ça, moi, je leur ai dit. Après, évidemment que ce sont des parents. Évidemment qu'ils ont culpabilisé. Évidemment qu'ils ont été dévastés. On peut pas leur enlever leurs sentiments. Mais ils sont vraiment raccrochés à l'idée que, justement, dans mon livre, je parle de la reconstruction et de quelque chose de positif, en fait. Ils ont décidé de me suivre là-dedans. Vous leur en voulez pas du tout? Bien sûr que non. Vous dites pas, ils auraient pu voir? Non, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'est pas au courant. Oui, mais s'ils avaient été au courant, ils auraient fait quelque chose, je le sais. Donc, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a vos parents et puis, alors, il y a une autre action, c'est celle de votre frère. Non? Alors, mon frère... Comment il a réagi? Alors, là, mon frère, pour l'instant, il n'a pas tout lu. Pourquoi? Alors, il ne me l'a pas dit, c'est quelqu'un d'assez secret. Il a commencé à lire. Là, je ne sais pas, d'ailleurs, je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Peut-être qu'il l'a terminé, mais en tout cas, il m'a appelé pour dire qu'il était ultra fier de moi et qu'il avait l'impression qu'il l'avait toujours su. C'est là-dessus que je voulais arriver, justement. Après, je pense... En toute sincérité, peut-être que je me trompe aussi, je pense que c'est rassurant finalement pour quelqu'un de finir par dire peut-être que je savais, il y avait c'est des pas rassurant. signes. Je trouve que c'est le contraire. Excusez-moi, je trouve que c'est le contraire. Parce que se dire je l'ai toujours su et j'ai rien fait, c'est pire, ce que vous voulez dire, c'est pire que se dire je ne savais pas. Oui, je sais pas. Peut-être que c'est plus dur pour lui d'être passé à côté, je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit et il s'est arrêté de toute façon à un chapitre parce que pour l'instant, il n'est pas capable d'aller plus loin. Trop dur pour lui. Pour l'instant, c'est trop difficile pour lui. Il le lira, mais de toute façon, il n'y a pas d'obligation, il n'est même pas obligé. Mais pour l'instant, c'est trop difficile pour lui. Docteur Clerget, je voudrais qu'on parle d'Émilie, mais en même temps de son détachement. Parce que c'est vrai que je trouve que c'est presque aussi intéressant de voir la façon dont elle en parle aujourd'hui. Parfois, on a l'impression que c'est pas elle. Qui a vécu tout ça, et c'est pour ça tout à l'heure je donnais l'image de elle et la petite fille, et c'est un beau compliment. J'ai l'impression qu'elle nous raconte l'histoire de la petite fille et que c'est pas vraiment elle. Le détachement a commencé assez tôt, avec l'amnésie déjà, puisque c'était le moyen pour le psychisme de supporter ce qui s'était passé. Donc on oublie la mémoire, mais le corps effectivement se remémore. Et puis une fois qu'on fait le travail psychothérapeutique qui a permis la remontée des souvenirs,
le seul moyen de continuer à tenir, c'est effectivement de prendre un recul, quoi, et d'observer cet enfant qu'on était, cet enfant intérieur. Mais pour pouvoir continuer d'avancer, il faut évidemment se considérer qu'on n'est pas la victime aujourd'hui dans le présent. C'est la même technique finalement pour tenir le coup. Mais est-ce que c'est pas une façon aussi de pas porter son passé? Alors si, on peut porter en étant détaché justement. On peut porter en étant détaché. Oui, mais de pas justement on sort son passé de soi. Ça permet de pouvoir respirer, mais on le porte à la main. Forcément, mais du coup, on peut en parler de manière détachée, mais au moins, on peut respirer. J'ai le sentiment que c'est exactement ce que vous faites. C'est exactement ça. C'est en fait, au lieu de se considérer encore comme une victime, c'est se considérer dévictimisé. Je ne suis plus une victime. Mais vous l'avez été. Je l'ai été, oui. Mais c'est des étiquettes qui appartiennent au passé. Alors, comme vous J'ai été victime dans le passé, comme il a été agresseur dans le passé. Comme maintenant je me sens dévictimisée, je ne le considère plus comme un agresseur. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander, puisque en fait vous le regardez de loin aujourd'hui, enfin d'en haut, en tout cas. Vous lui en voulez à cet homme? Je n'ai absolument aucun sentiment, ni dans un sens, ni dans l'autre pour cet homme. Écoutez, je suis désolée, c'est la vérité. J'ai absolument tout ce que je fais, tout le travail de dévictimisation, c'est pas pour lui. Je m'en fiche royalement de lui. Ça ne m'intéresse pas. Non, parce que m'intéresser à lui, on peut pas ne pas avoir de sentiment vis-à-vis d'un homme qui vous a violé. Mais si, parce que si je garde tout ça, ça veut dire que je recrée ou je crée du lien avec cet homme. J'en veux pas. Je veux pas recréer de lien. Je veux pas de lien. Donc tout ce que je fais et toute ma démarche, elle n'importe que moi. Il faudrait pas croire que je suis quelqu'un de bon qui dit qu'il n'est plus agresseur. Non. Vous pourriez pardonner, vous pourriez haïr. Je n'excuse pas, je pardonne. C'est ça. Je n'excuse pas, je pardonne. Mais par contre, je n'excuse pas ce qui a été fait, évidemment. Mais vous pardonnez ce qui est déjà. Je pardonne pour être dévictimisé, pour que cet homme qui a été mon bourreau, qui a été mon agresseur, ne le soit plus. J'estime que ce n'est pas un monstre, j'estime qu'il a commis des actes monstrueux, d'accord, qui appartiennent pour moi au passé. Il ne les commet plus, là, sur ma personne. Pas sur vous, en tout cas. En tout cas, pas sur ma personne. Donc, je suis obligée, là où on m'a obligée et manipulée, je reprends le contrôle de cette manière-là, en fait. Je contrôle, en n'étant plus une victime. Il n'y a plus d'agresseur. Et c'est moi qui ai ce pouvoir-là. Je contrôle, ça veut dire que vous vous empêchez d'avoir des sentiments? Non, je pense que... Alors, je vais me tourner vers le docteur, parce que moi, j'ai du mal à comprendre, docteur, qu'on puisse dire « j'ai pas de sentiments vis-à-vis de cet homme ». C'est impossible. Il y a un travail sur soi pour pas en avoir. Mais c'est vrai qu'en avoir, c'est forcément des sentiments un peu ambivalents. Le contrôle, il a commencé très tôt. Il a commencé déjà dans le choix du métier. C'est pas évident d'aller travailler dans une école alors que c'est le lieu, c'est l'endroit où on a été. Vous pensez qu'aujourd'hui, son métier, ça a un rapport avec ce qu'elle a vécu? Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Inconsciemment à l'époque, puisque vous ne le saviez pas, bien évidemment. Vous pensez que c'est un rapport? Oui, je retourne sur le lieu où il y a eu la guerre. Et comme ça, je contrôle mieux. Et puis, le karaté, c'est quand même un sacré contrôle. C'est que je vais sur le lieu, mais bon, je peux me défendre. Je maîtrise. Et elle sait très bien que si elle le voulait, elle pourrait lui faire la peau. Bien sûr. Je pourrais lui casser la gueule si je voulais, sans aucun problème. Physiquement, j'ai aucun problème. Mais d'abord, je dis stop à la relation violente. Donc si je me venge, si j'agis de cette façon-là, je réitère la relation violente. J'en veux plus. Je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Et là où c'est moi qui ai été manipulée, où on a fait ce qu'on voulait de moi, là maintenant c'est moi qui décide de ce que je fais de moi et de ce que je fais de l'autre. C'est moi seule qui ai le pouvoir de lui redonner son statut d'humain. C'est juste moi. Et je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour lui. Faut vraiment pas croire que je suis un ange. Pas du tout. Je le fais juste pour moi. Et ce que vous avez décidé, donc, parce que c'est une vraie décision, vous avez décidé de ne pas porter plainte pour lui. Contre lui, pardon. Le lapsus est intéressant d'ailleurs. On sait que on peut porter plainte jusqu'à 48 ans, c'est 30 ans après sa majorité. Ensuite, il y a prescription. Aujourd'hui, vous avez moins de 48 ans.
Donc vous pourriez porter plainte contre Bien cet sûr. homme. Mais si je porte plainte, je ne me débrouille pas moi. Ça veut dire porter plainte. Et j'ai beaucoup d'estime pour chaque personne qui le ferait. Je ne suis pas là pour juger de ça. Mais moi, si je porte plainte, je relègue le problème à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que, de nouveau, je ne suis pas capable. Je suis de nouveau la petite fille qui n'a pas été capable d'agir par rapport à ça. Je donne le problème à quelqu'un d'autre et je suis encore impuissante. Mais là, vous fermez les yeux? Je ferme pas les yeux, bien sûr que non. J'ai la toute-puissance. La toute-puissance, je décide moi que là où j'ai été manipulée, là où on m'a obligée à faire des choses, maintenant c'est moi qui décide, je suis suffisamment grande pour m'en sortir toute seule. J'ai pas besoin qu'on m'apporte de l'aide. Alors, et je dis bien, si quelqu'un a besoin d'aide et a besoin de faire appel à la justice, je le comprends aussi, c'est chacun son chemin. Mais ça me rappellerait tellement mon impuissance de déléguer à quelqu'un d'autre. Là, maintenant, c'est moi qui suis active. C'est moi qui mets fin à la relation. C'est moi qui mets fin à ce rapport de domination, en fait. Mais vous en savez, agissant de cette façon-là. cet homme était instituteur, il a été directeur d'école. Oui. Honnêtement, j'ai du mal à imaginer qu'il n'ait pas fait d'autres victimes que vous, parce qu'il n'y a pas de raison que tout à coup, un jour, ça existe que sur vous et que pour vous, et en plus que ce soit renouvelé à plusieurs années d'intervalle. Est-ce que vous ne vous dites pas que cet homme est peut-être aujourd'hui encore un prédateur ? Vous ne donnez pas son nom, vous ne donnez pas son identité, ni même la ville d'ailleurs où les choses se sont passées. C'est-à-dire que cet homme, il est là, il nous regarde peut-être. D'ailleurs, il est en train de vous regarder. Vous le laissez libre de recommencer ? Non, puisque, alors ça, vous pourrez nous donner plus d'informations là-dessus, mais ma thérapeute, de toute façon, et les thérapeutes, quand on leur apporte ce genre de propos, doivent faire un signalement. Je ne sais pas comment ça se passe. Cela étant dit, à l'époque, et ce monsieur est très vieux, de toute façon, il n'enseigne plus. Et ma thérapeute l'aurait signalé, évidemment, s'il enseignait encore. Donc ce que vous me dites, c'est que vous portez pas plainte parce qu'il est vieux ? Non, je ne porte pas plainte pour moi. Je ne porte pas plainte pour être capable... Oui, mais alors, excusez-moi, on est là. Oui. Il n'y a pas de jugement du tout, hein, c'est vraiment des questions. Non. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'égoïsme à se dire, il fait peut-être du mal à d'autres, mais moi, pour mon bien, je ferme les yeux et je m'en fous. Sans doute, on peut le qualifier comme ça si on veut. On peut dire que c'est un comportement égoïste, mais je pense qu'à un moment donné, je ne peux pas sauver tout le monde. Et c'est pas... Voilà, je me suis sauvée moi déjà, et que peut-être dans plein d'autres histoires qui sont extérieures aux miennes, où je suis déjà intervenue, je suis capable de le faire, et là, je ne suis pas la bonne personne. Je ne suis pas la bonne personne pour sauver les autres. Docteur Clerget, je retiens une phrase qui est très forte dans ce que vous avez dit. Vous avez dit, je me suis déjà sauvé moi. Voilà, je peux pas faire plus, quoi. C'est déjà effectivement énorme, avec l'aide de ce médecin qu'on peut saluer, parce que quand on reçoit une personne qui a des angoisses et qui a du mal à respirer, on peut se contenter de prescrire des calmants. Là, elle a fait le choix d'écouter, de faire un long travail. Mais vous comprenez ce qu'elle dit quand elle dit je ne veux pas aller plus loin. Enfin voilà, se sauver soi-même c'est déjà difficile. J'essaie de traduire ce que vous dites. Oui, c'est ça, se sauver soi-même c'est déjà difficile. Je ne pourrais pas supporter et porter surtout le fait de m'attaquer à lui et de repartir dans cette histoire. Ça a été clairement expliqué. Hein. Il y a l'idée, c'est t'as voulu avoir le pouvoir sur moi. Moi, je te montre que je suis presque plus forte que toi. Maintenant, à côté de ça, espérer quand même un signalement du psychiatre. C'est vrai qu'on l'aurait si c'était un enfant. Il y a cette obligation d'information préoccupante. Maître Codesso, justement, sur la loi, que dit la loi ? Dans un cas comme ça, par exemple, est-ce que le psychiatre devrait signaler cette personne ? C'est ce que dit Stéphane, effectivement. C'est pour un enfant, il y a cette obligation. Maintenant, là, il n'y a pas d'obligation sur un adulte. Non, on n'est pas dans cette situation-là, dans ce cas particulier. Il y a une chose que je tenais à dire, c'est que je trouve que vos propos vous honorent et matérialisent parfaitement la notion de prescription et l'intérêt de la prescription, qui est une certaine forme de pardon légal. On parle beaucoup en plus en ce moment avec ces affaires d'inceste qui ont ressurgi dans l'actualité depuis 48 ans. Le pardon légal, la reconstruction de la victime, mais il y a dans vos propos autre chose qui m'interpelle. On considère aujourd'hui à tort que l'essence, l'objet principal d'un procès pénal, c'est la victime. Et que c'est... pas la vengeance, mais vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait, oui. C'est un débat d'ailleurs que la justice pénale serait instrumentalisée comme vecteur de vengeance. Bon. La victime, il faut rétablir une chose, c'est que la victime n'est pas au cœur du procès pénal. Le procureur de la République
L'avocat général, dans un procès d'assises, il ne représente pas les intérêts de la partie civile et de la victime. Ça, c'est les avocats. Ce sont les avocats. Le procureur de la République, l'avocat général, représente les intérêts de la société. Alors vous parliez de garder votre puissance à vous en tant que victime, ce que j'admire par ailleurs, mais ce que je dis, c'est que le procès pénal, les poursuites pénales, ce n'est pas par rapport à vous. C'est le procureur vient défendre, préserver les intérêts de la société dans sa globalité. Et pour vous, parler en tant que victime, c'est d'une certaine manière, aujourd'hui, aider à préserver cette société et, comme le disait Jean-Marc, d'autres victimes potentielles. En permettant de temporairement mettre cette personne-là, qui reste évidemment présumée innocente, mais hors d'état de nuire, ce n'est pas vous que vous allez protéger, la démarche engagée ne sera pas pour vous, elle sera pour la société, mais pour l'intérêt général. Juste pour être très concret sur ce qui se passe, est-ce que par exemple, en l'entendant, aujourd'hui en entendant Émilie, la justice peut décider d'ouvrir une enquête sur cet homme? C'est toute la difficulté de ce genre d'affaires. Puisque c'est la société. C'est la société, mais c'est... alors, aujourd'hui, effectivement, le livre, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale. Un procureur peut décider d'engager des poursuites s'il avance d'une dénonciation ou d'une plainte. On dit souvent... Alors là, il n'y a pas de plainte, donc on peut dire qu'il y a une dénonciation. Mais il y a une dénonciation. On l'a vu dans une affaire qui fait l'actualité en ce moment, c'est l'affaire Duhamel. Oui. Il y a un livre qui sort, le parquet s'auto-saisit. Vous voyez ? Votre livre constitue une dénonciation. Bien sûr. Et le parquet peut s'autosaisir sur la base des éléments qu'il y a dans votre livre. Et vous le vivriez comment, si ça arrive? Je ne sais pas parce que je ne suis pas en train de le vivre, Non, vraisemblablement. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Je sais que je suis consciente que ça peut arriver. Et est-ce que le livre n'est pas fait pour ça aussi? Non, le livre, il est vraiment... Je vais encore être très égoïste. Je vais pour paraître vous. vraiment C'est très pour vous. égoïste. Non, mais vous avez raison. Mais je ne suis pas capable d'aller au-delà pour l'instant, en tout cas. Mais non, le livre est vraiment fait dans l'idée qu'on peut s'en sortir. Je pense que là, vous me voyez, je suis plutôt bien et c'est l'idée. Alors, je vais donner justement le titre de votre livre. Votre livre, ça s'appelle « De l'intérieur, expérience hypnotique ». Et c'est par vos éditions Le Lys Bleu. On voit la une en ce moment. Merci beaucoup. Merci. Émilie, bon courage. À vous. Merci d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau.